l'invité de la matinale. KTO Radio. On le surnomme le philosophe d'Aix. Maurice Blondel, né en 1861 et mort en 1949, sera officiellement fait serviteur de Dieu ce soir lors d'une célébration en l'église Saint-Jean de Malte à Aix-en-Provence, où l'archevêque d'Aix et Arles, Monseigneur Christian de Larbre, ouvrira sa cause en béatification. Je vous propose de découvrir ce philosophe et théologien, l'un des plus importants du XXe siècle, disons-le, avec la postulatrice de sa cause, la philosophe Marie-Jeanne Coutagne, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Maurice Blondel, dont l'œuvre très dense a influencé de la construction de l'Europe au Concile Vatican II. Rien que ça, on va y revenir. Oui. Mais pour aborder ces points, il faut d'abord, je pense, que l'on établisse ensemble le cœur de sa pensée. Sur quoi a réfléchi Maurice Blondel ? Quelle est la base de sa philosophie ? Écoutez, c'est une pensée très existentielle, c'est-à-dire que ça part de la vie, ça part de l'action. En fait, en nous, tout est action. Penser est une action, bien sûr. Or, ce qui a frappé Maurice Blondel, et c'était très original à son époque, du coup, il n'a pas été toujours bien compris, c'est que lorsque nous agissons, nous mettons en branle un dynamisme très profond qui est celui de l'infini. Que nous le voulions, que nous ne le voulions pas, de toute façon, ce dynamisme est là. Il nous porte. C'est comme vous le présentez, une pensée très proche de Saint-Augustin. Dieu est plus intérieur à moi que moi-même, voilà. Et donc l'action est ce point en quelque sorte où quoi que je fasse, quoi que je choisisse ou que je ne choisisse pas, de toute façon, en quelque sorte, Dieu est ce qui me permet d'agir. Voilà. Alors à un moment, évidemment, et c'est à la fin de sa thèse, chacun découvre en soi ce dynamisme et il est appelé à opter, soit consciemment pour Dieu, soit évidemment à refuser d'opter. Voilà. Donc la thèse allait jusqu'à l'option et s'ouvrait en quelque sorte au christianisme. Et donc, ça, c'est la première partie de la philosophie de Blondel. Et donc cela, c'est de la philosophie, mais ça pourrait ressembler à du catéchisme aussi, non ? Le Christ est au cœur de tout, ça pourrait sortir également des Écritures. La frontière est mince. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison de le dire. C'est bien pour ça que la Sorbonne, la très laïque Sorbonne de l'époque en 1893, a tiqué et a été absolument stupéfaite, pour ne pas dire carrément hostile, pendant quelques années, mais ça n'a pas duré, en disant mais enfin vous êtes en train de transgresser les règles de la laïcité que la philosophie à l'époque devait respecter. Voilà. Alors, en fait, on a très vite compris, et ses collègues philosophes de la Sorbonne, même s'ils n'étaient pas croyants, ont compris que la démarche de Blondel était parfaitement philosophique et qu'il avait tout à fait le droit, effectivement, d'aboutir à la possibilité de la foi. Mais ça n'est pas du catéchisme, ça n'est pas de l'apologétique. Hein. Il faut bien comprendre ça. C'est de la philosophie. Et qui sont ces maîtres à penser, les maîtres à penser de Maurice Blondel ? Alors, écoutez, ces maîtres à penser ne sont pas très connus. Alors, il y a un premier nom qui est un peu connu en France, mais qui est le père Gratry, qui est un oratorien, qui a d'ailleurs restauré l'oratoire en France, sous la mouvance de Newman. Il connaissait Newman. Bon. Et puis, il y a un professeur à l'école normale supérieure, puisque Blondel a fait l'école normale supérieure, et qui est Léon Hollet-Laprune, qui a beaucoup impressionné certains de ses élèves, comme Bergson ou Jaurès, et évidemment aussi Blondel, et ce sont en quelque sorte ces initiateurs en philosophie. Voilà. Et ses disciples, car je crois qu'il y a des grandes figures, sans doute plus connues par le grand public que Maurice Blondel lui-même. Alors, en philosophie, il y a surtout ce qu'on appelle l'école d'Aix. Jacques Pagliard, qui n'est pas très connu, mais Gaston Berger, qui est quand même beaucoup plus connu et qui a été l'un des premiers philosophes français à travailler avec Edmund Husserl en Allemagne. Donc, vous savez qu'Husserl est celui qui a promu la méthode et la philosophie phénoménologique. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de très important, Gaston Berger. Voilà. Alors, au niveau des disciples, évidemment, théologiens, il y en a de très, très importants, en particulier le cardinal de Lubac, ça c'est fondamental. Il y a une longue correspondance entre Blondel et de Lubac, et le jeune de Lubac. Et puis Urs von Balthasar, qui a été d'ailleurs dans un rapport quelquefois dialectique. Il s'est éloigné de Blondel, il est revenu. Enfin bon, on n'a pas le temps d'expliquer tout ça. Et puis Gaston Fessard, bien sûr. Il faudrait même éventuellement parler de Teilhard de Chardin, puisque le père Teilhard et Blondel se sont rencontrés et ont correspondu. Vous citez le cardinal Henri de Lubac, Urs von Balthasar, Marie-Jeanne Coutagne. Oui. On parlait il y a quelques semaines de la
revue théologique Communio et de son importance dans la Oui. pensée de l'Église au XXe. Où placer Maurice Blondel? Quelle importance a-t-il eu justement? Alors, il est en amont, si vous voulez. Il est en amont. C'est-à-dire que c'est celui qui débloque la situation qui était très, très, très figée à la fin du 19e et au début du 20e siècle, tant en philosophie qu'en théologie. Et donc, c'est lui qui ouvre les voies. Et après, ces voies vont être explorées, développées au niveau théologique proprement dit, par de Lubac ou Urson Balthazar, si vous voulez. Donc c'est celui qui est vraiment en amont. Sans lui, je pense que cet essor extraordinaire de la théologie française n'aurait pas pu avoir lieu, en tout cas pas du tout de cette manière-là. Hmm. Et son importance au niveau de la pensée de l'Église au XXe, je pense notamment au concile de Vatican II, on peut dire que Maurice Blondel a une place par rapport à cette Ah pensée? oui, tout à fait. D'abord parce qu'un certain nombre de théologiens du Concile, dont de Lubac, étaient là pour travailler au Concile, mais aussi parce qu'il y a des thèmes qui sont fondamentalement blondéliens. Par exemple, Blondel est quelqu'un qui a une vocation profonde en lui. Et lorsqu'il a été agrégé de philo, il s'est demandé, est-ce que je vais enseigner ou est-ce que je vais devenir prêtre? Donc il va prendre l'avis de deux prêtres en particulier, Monsieur Biel, qui est peu connu, qui est un sulpicien, mais un autre qui est très connu, qui est l'abbé Huvelin, et qui, vous savez, a été le confesseur de Charles de Foucault. Et auprès de ces deux prêtres, il va demander conseil, les deux vont lui dire « Non, vous avez une vocation de laïc ». Et à partir de là, Blondel va développer et anticiper ce qu'on appelle le sacerdoce commun des laïcs, ce qui va être tout à fait développé au niveau de Vatican II. Voilà. Il y a une sorte de fonction sacerdotale pour chacun de nous, pour chaque laïc, et c'est Blondel qui va, en quelque sorte, là encore, débloquer ce qui n'arrivait pas à être pensé avant lui. On disait en introduction que sa pensée a également influencé la construction de l'Union européenne. Expliquez-nous comment. Alors c'est un Européen tout à fait convaincu, mais c'est par l'intermédiaire, là aussi, de ceux qui vont suivre, et particulièrement Robert Schuman ou Jean Monnet. Donc c'est à travers eux qui, eux, connaissent la pensée de Blondel. Bon, parce que, alors, c'est surtout, plus largement, la philosophie sociale et politique de Blondel, qui est très importante, qui est très méconnue, mais qui est tout à fait déterminante. Il s'oppose dès les années 1900-1910 aux Maurassiens, qui sont très nombreux dans l'Église à l'époque, et particulièrement chez les néo-thomistes, hein, ceux qui se réclament de saint Thomas, mais qui, en quelque sorte, le réinterprètent d'une façon particulière, en point de vue politique, monarchiste, royaliste, etc. Bon, et Blondel n'est pas du tout dans cette veine-là, au contraire, il est profondément dans le sens de la démocratie et d'une construction de l'humanité à travers des liens entre des patries. Voilà, pour employer les mots qui, à son époque, avaient sens, hein, voilà, et qui ont encore sens, évidemment, aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est par l'intermédiaire de ceux qui vont s'appuyer sur lui que Blondel est tout à fait important. Maurice Blondel a vécu toute sa vie à Aix-en-Provence, je crois. Il a eu 5 enfants. Quel homme est... Non, il en a eu 3. Il en a eu 3, et c'est déjà pas mal, mais il a eu 3 enfants, mais beaucoup de petits-enfants. Voilà. Quel homme et quel père de famille était-il? Alors, un père très attentif qui est extrêmement proche de ses enfants et petits-enfants. Il y a des correspondances tout à fait extraordinaires avec ses enfants que j'ai eu la chance de pouvoir consulter. C'est un père extrêmement présent, mais c'est un père qui, en quelque sorte, est profondément nourri de sa vie de prière, parce que pour lui, la prière est incessante. Alors la prière classique, la prière liturgique, la prière personnelle, mais aussi le travail intellectuel. Pour lui, le travail intellectuel est une prière. La philosophie est pour lui toujours orante, comme il dit, c'est-à-dire priante. Hein, voilà. Donc cela, évidemment, vivifie sa vie de famille et fait que c'est un père extrêmement attentif et très présent. Voilà, même quand il est absent et qu'il communique donc par lettres avec ses enfants. La demande d'ouverture de la cause en béatification de Maurice Blondel remonte à plusieurs années. La première consultation d'évêques et de cardinaux remonte à 2013. Qu'est-il ressorti des enquêtes qui ont mené l'ouverture de la cause ? Alors, d'abord, dès la mort de Maurice Blondel, il y a eu des demandes, et même le cardinal de Lubac avait évoqué cette hypothèse. Hein. Donc, vous voyez, ça remonte très très loin. Il est mort en 49, c'est vous dire que ça remonte loin. Mais il est vrai que, j'ai eu la chance à Aix-en-Provence, avec un certain nombre de collègues complices, de pouvoir organiser des colloques internationaux, universitaires, autour de Maurice Blondel, philosophe, d'abord, bien sûr, et très très vite, je me suis aperçu que les chercheurs qui étaient autour de moi attendaient
cette ouverture de cause. Bon, donc on a commencé à travailler en ce sens avec les évêques d'Aix-en-Provence qui, j'ai eu cette chance-là, m'ont soutenu. Et donc petit à petit, donc un certain nombre de travaux se sont faits, et en particulier des interrogations. On a interrogé un certain nombre de théologiens, un certain nombre d'évêques du monde entier, de cardinaux évidemment aussi, pour leur demander est-ce que cela serait opportun. Voilà. Et la réponse a été oui, et oui de manière tout à fait nette et enthousiasmante. Voilà. Et la conférence des évêques de France a voté en faveur de cette ouverture à 97%, c'est vous dire que c'est une très large majorité. Et parmi toutes les informations que vous avez récoltées sur Maurice Blondel, laquelle vous a particulièrement marqué ? Alors, je crois que ce qui m'a marqué, c'est 3 choses. Son humilité profonde, alors tous les témoins, tous les proches le rappellent, sa charité, qui fait que c'est quelqu'un qui est proche de ceux qui souffrent. Alors, par exemple, des ouvriers de la fin du XIXe siècle, mais ça va aller bien sûr jusqu'à ses étudiants proches de la résistance. Il va aider donc un ami de Sorbonne, un professeur de Sorbonne, très grand professeur de Sorbonne, qui s'appelle Léon Brunswick, qui est bien sûr destitué de son enseignement universitaire pendant la guerre en 1940, et il va l'aider à trouver un refuge pendant plusieurs mois à Aix-en-Provence, parce que Léon Brunswick était devenu l'ami juif qu'il fallait aider d'urgence. Voilà. Donc, c'est une charité. Et la 3e chose, c'est la fidélité à l'Église. Ça, c'est fondamental, parce qu'il a été soupçonné, on ne comprenait pas. Le fait qu'il s'appuie sur la conscience, ça n'allait pas de soi au début du XXe siècle. Donc, on le soupçonnait d'être assez proche des modernistes, ce qu'il n'était pas, car il en a vu très, très vite les faiblesses, les écueils, les fautes. Voilà. Mais donc, on ne le comprenait pas. Mais du coup, il a été soupçonné, il a été souvent combattu par des théologiens, et il a tenu bon. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Marie-Jeanne Coutagne, une dernière question. Qu'est-ce qui fait de Maurice Blondel un modèle de sainteté, possiblement un jour bienheureux, voire canonisé ? Écoutez, c'est un laïc très inséré dans le monde. C'est un père de famille, voilà. C'est un intellectuel de très haut vol, et c'est un priant. Et c'est quelqu'un qui a une profonde pensée eucharistique. Pour lui, l'Eucharistie est le centre de sa vie intellectuelle, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, et de sa vie de prière. Merci Marie-Jeanne Coutagne d'avoir réussi en 13 minutes à parler de la vie, de la pensée de Maurice Blondel. Je me permets de mentionner un de vos ouvrages sur Maurice Blondel, La sainteté de la raison, aux éditions Hermann. Je rappelle que vous êtes la postulatrice de la cause en béatification de Maurice Blondel. J'imagine que vous serez sûrement présent à l'église Saint-Jean de Malte ce soir à Aix-en-Provence. Oui, j'y joue même un rôle. Je vous signale que, très modestement, je viens de sortir une petite biographie intellectuelle de Blondel qui s'appelle « La philosophie au risque de la vie » chez Parole et Silence. Ça vient de sortir. Voilà. Pour les auditeurs qui veulent en savoir plus, encore merci d'avoir été avec nous, Marie-Jeanne Coutagne. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée.